Je vous remercie beaucoup. Il y a la place pour quelques questions. Moi, j'en aurais une. Est-ce que vous faites la différence entre une FA ou deux paroxystiques qui peut ou pas être traitée par un traitement par flécaïnide bien conduit, le patient est stable, ou une FA permanente, évidemment, que là, est irréductible? Alors, globalement, un patient qui est en fibrillation atriale persistante ou permanente possède des scores de risque plus importants. En gros, les patients qui ont de la FA permanente ont des CHA2DS supérieurs à 2. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce que j'ai encore cette semaine vu un patient qui avait 40 ans, sportif, qui s'est présenté sous une mode de fibrillation auriculaire très agressive, qui résistait à la cordarone, pour lequel on l'a cardioversé, il a récidivé sous cordarone, on est obligé à l'ablation, mais j'ai très peu d'espoir de pouvoir lui maintenir un rythme sinusal d'ici la prochaine année. Le traitement par ablation, et ça je crois que c'est un message très important à faire passer, que ce soit le traitement médicamenteux ou par ablation, ne supprime pas le risque thromboembolique. On voit trop souvent de patients arriver à la consultation pour lesquels les traitements anticoagulants ont été stoppés en médecine de ville parce qu'ils ont eu une ablation. Je crois que c'est une erreur. L'ablation a clairement montré qu'on ne diminue pas le risque thromboembolique chez ces malades. Je crois que c'est important ce que vous avez souligné, qu'il y a un niveau de risque. Par exemple, celui qui a passé la barre du 64, 65, 66 sans aucun autre problème n'a peut-être pas le même risque que l'hypertendu diabétique quand même. Oui, tout à fait. Mais le problème, c'est que ça devient de la consultation quasiment courante de rythmologie et qu'on voit beaucoup arriver ces nouveaux marathoniens, ces gens qui reprennent le vélo à une soixantaine d'années, pour lesquels ils viennent nous voir en nous demandant est-ce que je risque de saigner de la tête, ou alors quand on leur propose le traitement anticoagulant, ils ne le veulent pas justement parce qu'ils font du vélo et qu'ils ont peur effectivement de tomber et d'avoir des hémorragies intraménagées ou intracérébrales. Mais ça pose un réel problème parce qu'en plus ce sont des gens en général qui se documentent énormément. D'autres questions? Oui. D'autres questions? Je reprends au vol votre réponse. Là, par rapport aux ablations, vous nous dites que quelqu'un qui est sportif, qui a moins de 65 ans, qui a un score CHA2DS 1, qui fait de la FA paroxystique, à qui on fait une ablation et qui est stabilisé 3 ou 6 mois après l'ablation, vous lui maintenez les anticoagulants? Alors, c'est une excellente question. Des études sont en cours pour évaluer. Alors, nous, dans notre pratique à la Timone, ce qu'on fait, c'est que quand on a un patient effectivement qui présente un score de risque thromboembolique très très faible, pour lequel l'ablation a très très bien marché, et qui ne fait pas de récidive, on leur implante à 1 an des holters sous-cutanés, des enregistreurs d'événements permanents pendant 3 ans. Et ce n'est qu'au bout de ces 3 ans, quand on est sûr qu'il n'y a pas de récidive, qu'on se permet d'arrêter le traitement anticoagulant. C'est une décision complètement empirique qui est hors des recommandations. Mais par contre, des études sont en cours menées par notamment des Belges sur la possibilité d'arrêter les traitements anticoagulants au bout d'1 an sans récidive après une ablation de fibrillation auriculaire. Les résultats devraient sortir d'ici 1 ou 2 ans. Oui, je dis, ce point de vue est totalement incompatible avec le sport professionnel. Voilà. On ne parle plus de la même chose, on ne parle plus de la même population. On ne peut pas attendre 3 ans avec un gars qui a un contrat, sinon il est viré. Point à la ligne. Il ne veut pas en entendre parler. Si on va à l'ablation directe chez un jeune sportif professionnel, c'est justement pour lui permettre de reprendre le plus rapidement possible. Et évidemment sans anticoagulant, notamment quand il fait du rugby. Le problème c'est qu'on est hors guidelines. Complètement. C'est-à-dire que nous, on le fait plus, mais ça nous arrive peut-être 1 ou 2 fois par an de le faire, mais dans des indications vraiment très très précises, discuter avec le malade qui a clairement compris que le risque thromboembolique persistait. Mais si effectivement les études menées en Europe montrent que l'ablation permet effectivement, sur des scores très très faibles chez les patients qui n'ont pas de cardiopathie sous-jacente, de se permettre d'arrêter les traitements anticoagulants, on le fera très volontiers. Et encore, je reste très dubitatif quant à on va dire, l'efficacité de nos procédures, puisque à l'heure actuelle, nous sommes incapables de prédire les gens qui ne feront pas de récidive. On a une idée, en fonction de certains critères, la taille de l'oreille de gauche, la rapidité avec laquelle le traitement a été fait, l'intervention a été faite, et puis la qualité de l'intervention elle-même
per-interventionnelle, c'est-à-dire de la satisfaction qu'on a de l'intervention. Mais on n'a aucun critère objectif pour vous dire ce patient ne récidera pas. Non, mais là, on est dans des démarches effectivement qui envisagent, qui sont à visée professionnelle. Voilà. Clairement, et pas du tout la prise en charge d'un patient lambda en réfléchissant à 10 ans, à 20 ans. Là, c'est pour lui permettre de continuer son métier pendant 3 ans, 4 ans, de finir une carrière. Après, on envisagera les choses autre chose, on bascule sur autre chose. Ils ont des scores à 0, Laurent, ceux-là. Tes patients. Ouais, voilà. enfin, ils sont à 0 ou pas. Hein. Il y en a qui peuvent être hyper tendus. Ouais. Est-ce que vous tenez compte de l'aspect de l'auricule bilobé Non. Pas du tout. Absolument pas. Sur des scores de Non, Chazvaska absolument pas, pour la simple et bonne raison, c'est que toutes les études ont montré qu'il n'y avait aucune corrélation temporelle entre une cardioversion électrique externe et la présence d'un thrombus intra-auriculaire et la survenue d'accidents vasculaires cérébraux. Donc à partir de ce moment-là, même la physiopathologie de l'accident thromboembolique n'est pas encore clairement comprise. On pense que c'est plutôt un risque global d'un patient. Alors là, je vais prendre des patients que vous ne voyez pas en pratique professionnelle du sport, hein, c'est-à-dire des patients insuffisants rénaux, dialysés, des patients vasculaires périphériques. Mais on pense que c'est plutôt la fibrillation auriculaire est un marqueur de risque thromboembolique général et qu'il n'y a pas forcément de corrélation directe entre l'événement FA et l'événement thromboembolique. Juste pour un cas que j'ai eu en consultation, 55 ans, hypertendu, qui fait de la FA, ablaté. Donc il a un Chazvaska 1, il fait du vélo de route. Là, on discute avec le patient par rapport à sa préférence, globalement, puisque là, on n'est ni d'un côté ni de l'autre au final. Les recommandations vous laissent la possibilité de discuter avec le malade. Ouais, et étant donné qu'on se dit qu'il a que l'HTA comme item, on peut se dire qu'il a un peu moins de risque. En sachant qu'il lui reste 10 ans pour faire du vélo. Vous pouvez voilà. lui présenter les choses comme ça. Hein. Okay. Voilà, je crois que le message important, c'est de dire que de toute façon, ces malades, ils vont vieillir, quoi qu'il se passe, et que vous devez absolument les préparer à introduire un traitement anticoagulant long cours. Hein. Plus de questions, on arrête la session.